Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans cette nouvelle vérif du podcast de 7ème dimension. Et là ça y est, on a un bon rythme, c'est un rythme dominical, c'est-à-dire une semaine c'est cool, le dimanche j'enregistre et vous réceptionnez ça en début de semaine, on est plutôt pas mal, donc je profite d'un moment de temps libre dans mes activités professionnelles, dans mes activités extérieures pour livrer un peu plus de podcasts sur 7ème dimension et on abandonne les Toulkoun, on abandonne l'écologie et tel ton daron qui te mettrait une petite calbotte dans la nuque et qui te dirait « Bon, il est temps un petit peu d'arrêter les conneries avec tes films de merde et tes baleines, donc là, on va se regarder un film de bonhomme, et c'est là qu'on attaque John Wick 4. » On peut pas faire meilleure entrée en matière au niveau d'un podcast. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, oui, John Wick 4, c'est un peu le retour de ton daron dans une salle de cinéma, et quitte à faire un retour, c'était un retour en 2h49. Incroyable. Donc, jusqu'à présent, la saga John Wick, alors petit rappel, j'ai déjà traité en fait de la trilogie dans un épisode spécial, donc bien entendu, j'organiserai ça comme d'habitude sur YouTube avec une jolie playlist dédiée à John Wick, mais au final, la saga John Wick, le point de départ en fait, qui est assez mince, ça tient sur un ticket de métro, c'est un prétexte en fait pour à chaque fois gravir des steps, on va dire des étapes dans la castagne cinématographique. Donc, rappel du point de départ. Donc, ce point de départ, c'est un super tueur à gages, voilà, qui a perdu sa femme, qui s'était retiré un petit peu des affaires. Là, je remets un petit peu, on va dire, l'église au milieu du village. Donc, il s'était retiré des affaires et sa femme, avant de mourir, bien entendu, lui laisse un dernier souvenir d'elle au travers d'un petit chien qui se fait défoncer par, c'était quoi ? Je crois que c'était un mafioso russe, voilà, le fils d'un mafieux russe, et il a tué le mauvais chien de la mauvaise personne, et à partir de là, on a une saga de films d'action qui nous emmène voyager à travers le monde, au travers des coups de pied et des coups de poing que Keanu Reeves va mettre en travers de la figure de tous ses adversaires. On y découvre un monde souterrain, voilà, dédié au crime, voilà, avec ses règles, donc notamment l'antagoniste principal, donc qui n'est pas une personne mais plusieurs, une organisation qui est la Grande Table, et nous avions laissé Monsieur Wick, voilà, à la fin de l'épisode 3, donc épisode 3, donc si les premiers épisodes c'était quasiment du 1h40, voire 1h50. Le troisième épisode avait gravi les échelons et nous avait amené voyager notamment à Marrakech. On avait fait un tour dans le deuxième en Italie. Donc le troisième opus avait allègrement dépassé les 2 heures et ça avait été une bonne affaire au box-office. On était passé d'un postulat de série B
pour le premier film à arriver quasiment avec un budget de série A pour le troisième film. Une saga en devenir, avait été annoncé et attendu un John Wick 4, parce que spoiler alerte, en même temps, je pense que tout le monde l'a vu et tout le monde a écouté mon épisode précédent, mais voilà, si vous n'avez rien vu sur John Wick, donc voilà, vous faites autre chose pendant 2 secondes, mais spoiler alerte, on avait laissé John Wick avec une balle tirée par son ami Winston de l'hôtel Continental de New York, qu'il faisait basculer du haut de l'hôtel pour venir se fracasser directement au sol. Donc, vous imaginez bien que dans la vraie vie, tout le monde est mort, mais dans le monde de John Wick, eh ben John Wick ne meurt jamais, c'est à peu près ça. Demain ne meurt jamais, pour faire un petit lien avec une autre saga qui ne met pas en scène un criminel. Quoique, si on se positionne à un moment donné, mais qui met plutôt un agent secret. Et donc, notre John Wick était récupéré par le Bowery King, le roi des égouts, incarné par Lawrence Fishburne, donc il le ramassait avec un caddie de supermarché, parce que c'est un clodo, donc il fait ça plutôt bien. Et il lui posait la question s'il avait envie de se venger, et on finissait en fait ce 3e épisode sur cette note d'intention-là. Donc, on était en droit d'attendre du lourd pour John Wick 4. Voilà. Donc ce John Wick 4 a mis un peu de temps à se faire parce que bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie de John Wick 3 et ce John Wick 4 ? Eh bien, il y a eu un phénomène mondial qu'on a appelé la Covid, et non pas le Covid, qui a du coup décalé pas mal de tournages ou rajouté du temps sur les tournages en cours. Donc au final, ce John Wick 4 qui devait initialement se tourner en 2020, a été tourné en juin 2021. Voilà. Et là où le précédent opus était entre 60 et 70 millions de dollars, et bien celui-là est doté d'un budget de 100 millions de dollars qui le fait directement passer dans la case des blockbusters. Donc blockbuster, donc un film de castagne où on y casse des bouches de 2h49. C'est pas rien quand même. Même moi, avant de rentrer dans la salle, je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'ils vont raconter en 2h49 ? Parce que déjà, ils ont eu le tour de force, parce que c'est un tour de force, sur un plot aussi serré que je vais venger mon chien, faire 3 films. Là, ils te font un 4e film qui, bout à bout, fait la durée des 2 premiers. Donc j'ai envie de dire, mais qu'avez-vous bien à raconter ? Donc 2h49, 100 millions de dollars de budget, un tournage en fait qui va se situer dans plusieurs villes significatives du monde, notamment au Japon, à Berlin en Allemagne, New York pour les États-Unis, donc ça c'était le lieu de place, et pour finir en beauté, et ça j'aime bien. Donc merci Chad Stahelski, merci Keanu Reeves, merci la prod d'avoir inscrit l'héritage de John Wick dans notre chère capitale française, c'est-à-dire Paris. Voilà, donc tournage fastueux, un casting qui était déjà fastueux et qui s'agrandit pour voir de nouvelles têtes venir rejoindre l'aventure John Wick. Donc, alors dans l'ordre, bon, on va pas non plus de nouveau présenter Keanu Reeves, j'ai déjà fait un paquet de podcasts sur Keanu Reeves, notamment avec les Matrix et John Wick, donc Keanu Reeves toujours dans le rôle de John Wick, et d'ailleurs, c'est à noter quand même, un acteur qui a pas loin de la soixantaine, il est à une année ou 2 années de la soixantaine, donc j'ai presque envie de vous dire, quand vous voyez l'entraînement et l'implication du Lascar pour le résultat qu'on a à l'écran en 2h49, j'ai envie de dire chapeau bas, ça mériterait un putain d'Oscar, non pas pour les dialogues, parce qu'il y en a très peu, mais pour ce qui est fait à l'écran. Donc, dans, on va dire, la vieille garde, donc Keanu Reeves toujours dans le rôle de John Wick, nous avons toujours Ian McShane dans le rôle de Winston, donc celui qui dirige l'hôtel Continental de New York, et qui d'ailleurs jusqu'à présent était l'ami de John Wick, mais qui n'hésite pas à lui tirer directement dessus, à bout portant, je sais même plus si c'est dans la tête ou dans l'épaule, bon, pour le faire descendre de son hôtel par le moyen le plus rapide, c'est-à-dire le toit. Donc aux côtés de Ian McShane, toujours dans le rôle du concierge Sharon, Lance Reddick, qui nous a quitté d'ailleurs quelques jours avant la sortie du film en mars 2023, donc rest in peace, moi j'aimais bien sa trogne, qui avait été exploitée de manière fort judicieuse par son côté un peu inquiétant dans Lost et dans Fringe, donc
acteur mort, voilà, décédé, et qui refera d'ailleurs à titre posthume une apparition dans une des déclinaisons de l'univers John Wick, mais ça j'en parlerai en fin de podcast. Toujours dans le rôle du King du Bowery, du roi des ordures, Laurence Fishburne, voilà, Laurence Fishburne, hein, qu'on ne présente plus, hein, et plus connu sous le pseudonyme de Morpheus dans la trilogie Matrix. Et au niveau des nouveaux venus, alors quand même, on a des sommités, parce que vous verrez que ce film, ce John Wick 4, paie son tribut à énormément de films de genre et de sous-genre du cinéma d'action, et on va faire un petit tour du côté du Shambhala, du film d'arts martiaux et de samouraï traditionnels. Donc qui dit arts martiaux, qui dit samouraï, dit forcément quelque part Donnie Yen. Donc Donnie Yen, une sommité dans son genre, acteur, réalisateur, scénariste, chorégraphe, donc voilà, autant vous dire qu'il fait le taf à la fois devant et derrière la caméra, et on le connaît notamment, parce que je vais pas citer non plus toute sa filmographie, mais les aficionados des HK Movies le connaissent notamment comme personnage principal de la série des Ip Man. On a pu le voir aussi, enfin Del Toro l'avait réquisitionné pour doper un petit peu ses scènes d'action à la fois devant et derrière la caméra pour les besoins de Blade 2, et on l'avait vu aussi dans le Héros de Zhang Yimou, voilà, pour les faits de guerre les plus connus, et aussi à noter, parce que c'est un peu le rendez-vous des sexagénaires, acteurs de 60 ans quand même, hein. Bon, ça commence à se voir un petit peu sur le physique, mais j'aimerais pas prendre une mandale par le monsieur. Donc on va faire un effet miroir, parce que qui dit film de samouraï, il faut opposer des gens, et on va lui opposer Hiroyuki Sanada dans le rôle de Koji, le directeur du Continental d'Osaka. Parce que ce qui est bien avec les John Wick, c'est qu'au fur et à mesure où le budget augmente, eh ben, l'univers s'étend. Et là où on avait pu voir dans le numéro 2, en fait, hein, le directeur du Continental de Rome, là où on avait pu voir dans le numéro 3, incarné par Halle Berry, la directrice du Continental de Marrakech, et bien là nous verrons le directeur du Continental d'Osaka, donc incarné par Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada qu'on a pu voir dans la série des Rings, les originaux, on a pu le voir chez Danny Boyle pour Sunshine, on a pu le voir chez les Wachowski pour Speed Racer, il a rejoint également aussi Keanu Reeves pour les besoins de 47 Ronin, et dernièrement, nous l'avons vu chez le comparse de Chad Stahelski, David Leitch, dans le Bullet Train avec Brad Pitt. Voilà. Dans le rôle de sa fille et également concierge de l'Osaka, si vous suivez toujours, Rina Sawayama, donc qui est d'ailleurs, voilà, je pense que peu de gens le savent, est une chanteuse et mannequin ultra connue, donc nippone, voilà. Donc une mannequin japonaise ultra connue et chanteuse aussi de ce qu'on pourrait qualifier de K-pop, voilà. Dans le rôle d'Akira, la fille de Koji et aussi concierge du Continental Osaka. Au menu des nouveaux venus qui vont incarner, on va dire, de nouveaux représentants de l'antagoniste principal, la Grande Table, nous aurons droit à une sorte de big boss, un petit peu comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le Marquis, donc ça veut dire qu'il est français, incarné par cette trogne de Bill Skarsgård. Alors je crois que je le dis bien, je vais le répéter quand même, Bill Skarsgård, oui, ça se prononce comme ça, qu'on a pu voir en nouveau Gripsou, pour les moyens des Deux Ça de Andrés Muschietti, une nouvelle adaptation du roman à succès de Stephen King, et qu'on a pu voir aussi dans un plus petit rôle dans Deadpool 2. Donc moi j'aime bien sa trogne, ça le faisait bien d'ailleurs, hein, pour Pennywise alias Gripsou. Et nous allons rajouter aussi, alors je ne les fais pas dans l'ordre d'importance, mais je vais quand même le dire, parce que quand moi je vois Clancy Brown dans un film, j'ai de suite, on va dire, un peu plus d'estime pour le film lui-même, et j'aime bien qu'un gars comme Chad Stahelski aille chercher le Kurgan d'Highlander et le colonel Zim de Starship Troopers, donc Clancy Brown dans le rôle d'un émissaire de la Grande Table, qui va veiller à la bonne utilisation des règles de celle-ci, et veiller à ce que le marquis puisse avancer dans le plan qu'il a fomenté à l'encontre de John Wick. Et c'est très joli, c'est un très joli mot, fomenter. Et bien entendu, mon chouchou, parce qu'il est dedans. Et d'ailleurs, au début, j'ai mis un temps avant de le reconnaître, parce que voilà, il est grimé, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et ben, ce bon vieux Scott Adkins, voilà. Donc, Scott Adkins, dans le rôle, parce que je cherche mes notes, parce que je l'ai noté quelque part, et je vois que j'ai fait ça très bien. Ah oui, voilà. Dans le rôle d'un gangster berlinois, Killa Arkan, voilà, et il est grimé, comment on pourrait décrire ça,
comme une sorte de Zangief à la Street Fighter version berlinoise qui aurait repris du dessert, et il en fait des tonnes, et c'est plutôt judicieux, ça lui permet de donner libre cours à du jeu d'acteur, parce que ce qu'il faut comprendre avec Scott Adkins, c'est un peu comme Van Damme en son temps, il est enfermé dans des rôles de kicker, en fait, de seconde zone, alors que c'est peut-être le meilleur artiste martial pelliculé que vous auriez l'occasion de contempler dans d'une flopée de série B à l'heure actuelle disponible. Voilà, ça fait une phrase hyper compliquée. Vous avez compris mon amour pour Scott Adkins. Donc j'avais déjà parlé de Scott Adkins, notamment pour le dernier épisode de la franchise Universal Soldier, le jour du jugement. Voilà, donc je vous invite à aller, je fais comme les youtubeurs un petit peu, allez écouter, il n'y a pas de lien en description, hein, vous irez fouiller, hein, vous êtes grand, vous avez un cerveau. Donc voilà, j'en avais parlé un petit peu de Scott Adkins vite fait. Notamment pour ce dernier opus de la saga Universal Soldier, il faudrait que je me cogne aussi la saga Un seul deviendra invincible, voilà, donc Undisputed, voilà, parce que dans le rôle de Boyka, il fait quand même des trucs de dingue à la fois devant et derrière la caméra. Donc voilà, Scott Adkins, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je regarde un petit peu voir si j'ai oublié personne. Si, j'ai oublié quelqu'un, mais parce que c'est un nouveau venu dans le rôle aussi pour, on va dire, étendre un petit peu la mythologie, dans le rôle de Monsieur Personne, alias Nobody, donc qui est ce qu'on appelle un tracker, voilà. C'est pas seulement un tueur à gages, c'est un tueur à gages, en fait, qui va suivre sa cible et qui va, on va dire, attendre que sa cote augmente. Voilà. Donc vous avez vu que dans l'univers des John Wick, il y a une cote, voilà, qui augmente au fur et à mesure que le personnage survit. Et bien lui, il veille en fait à ce que sa cible aille jusqu'à sa cote maximum pour la dessouder. Et bien entendu, sa cible, c'est Monsieur Wick. Et dans le rôle de ce Monsieur Personne, Shamir Anderson, j'étais sur son wiki, il n'a pas fait grand-chose. Donc, en tout cas, je pourrais citer une ou deux choses que personne n'a vues. Donc voilà un petit peu pour le casting de ce nouveau John Wick. Alors, remettons un petit peu les plots d'usage. Donc, John Wick, donc en tout cas les 3 premiers films, ça payait son tribut un petit peu à tout le cinéma, en espèce de mélange bien digéré de tout ce que nous a offert le cinéma d'action, voilà, en prise de vue réelle, ces 20 ou 30 dernières années. Et effectivement, ce John Wick 4, parce qu'on le sent hein, au niveau des personnages, au niveau de sa structure et même au niveau de sa durée, c'est peut-être l'épisode où on sent le plus l'influence western en fait. Voilà, parce que on va pas se mentir, les John Wick sont des westerns, mais celui-là on le sent bien de par sa durée, qui va se rapprocher un petit peu de ce que fait Sergio Leone, donc notamment pour le bon, la brute et le truand. Et c'est une référence qui est pas anodine, hein, parce que c'est cité par Chad Stahelski, mais même s'il l'avait pas cité, on l'aurait vu, parce qu'il va mettre en place 3 personnages. Voilà, qui vont interagir au fur et à mesure de l'intrigue. Donc, le premier personnage, c'est John Wick. Le deuxième, ça va être celui de Kane, donc son ami, mais qui devient un antagoniste parce qu'embauché par la Grande Table. Et celui, en fait, de Shamir Anderson, c'est-à-dire le Monsieur Personne, le tracker. Et du coup, les 3 vont interagir au fur et à mesure de l'intrigue, céder plus ou moins, et il va y avoir des retournements de postulat, en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que celui qui pourrait être l'ennemi au départ ne l'est plus à la fin, et ce qui fait que ça rend le film de Chad Stahelski peut-être un peu moins basique qu'il n'y paraît. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est-à-dire que oui, il a un point de départ qui est simpliste, mais il va, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est le point de départ de chacun des John Wick, en fait. Donc dans la team constituée entre le producteur et le réalisateur, c'est-à-dire Keanu Reeves et Chad Stahelski, c'est-à-dire qu'avant de lancer un John Wick, ils vont se poser la question de la légitimité, c'est-à-dire pour quelle raison on refait un épisode. Et effectivement, la raison première de cet épisode-là, en fait, c'est de pousser les curseurs au maximum, et au maximum au niveau de tout ce que ça va englober, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une forme de cohérence entre les scènes d'action, les lieux de tournage et les personnages. Et effectivement, de faire une espèce d'épisode en forme de maxi best-of, parce que c'est un petit peu ça, hein, façon Sergio Leone, c'est pas trop con comme idée de départ. Je pense qu'ils ont regardé un petit peu les choses en se disant, voilà, on va dire que les précédents, c'est notre équivalent de pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, donc il faut que cet épisode 4, ça soit le firmament, c'est-à-dire le bon, la brute et le truand. Donc c'est-à-dire mettre en place ces 3 personnages, les faire voyager, et faire voyager aussi leurs intrigues, et que chaque scène d'action
que l'action écrive l'intrigue et inversement. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça aussi que finalement il y a très peu de dialogue Alors il y a des parties dialoguées, voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même une structure qui est entrecoupée entre grosses scènes d'action et parties dialoguées, mais ce sont surtout des personnages d'arrière-plan, où pour mettre en place, on va dire, l'intrigue de la grande table ou la mythologie, en arrière-plan, où il va y avoir du dialogue, parce que les personnages principaux ne discutent que peu, mais quand ils discutent, ça va être efficace, et ça se fait au fur et à mesure de l'action. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, attention, je vais pas dire que Chad Stahelski, c'est le nouveau Michael Mann du cinéma d'action, mais effectivement, il a une réflexion et il monte en gamme. Et ça, on peut le souligner quand même, hein, parce que faut pas oublier que le mec est cascadeur à la base. Voilà. Il faut pas oublier ce point de départ-là. C'est-à-dire que le mec est cascadeur. Ensuite, il va être réalisateur seconde équipe, et maintenant il réalise ses propres films, et il produit, je veux dire quand même, il produit et réalise sa propre franchise à succès. Donc, en termes de success story, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça se pose là. Voilà. Donc, ce Chad Stahelski, on peut dire qu'il arrive au sommet de son art avec ce 4e opus. Autant j'ai adoré les 3 premiers. Voilà, parce que bon, le premier restera le premier de toute manière, hein, c'est le point d'ancrage. Comme j'avais dit, je préférais le 3e au 2e. Là, je vais pas vous mentir, le 4e opus, je l'ai vu 2 fois en salle. C'est-à-dire la première fois que je l'ai vu, voilà, la première fois, 2h49 hein, quand même, j'avais fait une passe hein, sur ces films qui sont trop longs en ce moment. Effectivement, bon, on pourrait le réduire de 15 minutes, mais putain, il n'y a rien à acheter, hein, sans déconner. Il n'y a rien à jeter, c'est complètement dingue. Donc, je l'ai vu une première fois. La première chose que j'ai eu envie de faire en sortant de la salle, c'est de retourner le voir, en fait. Donc, je l'ai vu 2 fois en salle, et là, je l'ai vérifié une fois en Blu-ray, pour les besoins de cette vérif. Donc, j'en suis à 3 visions, et c'est quand même une grosse claque. Donc, point de suspense à ce niveau-là. Moi, je vais pas vous mentir, quand je l'ai vu, j'ai su immédiatement que pour moi, en tout cas en ce qui me concernait, ça serait le meilleur film de 2023. Voilà. Donc, vous allez me dire, il reste un dernier tiers pour 2023, mais personnellement, grosse clacasse. Alors vous me direz oui, mais on peut pas comparer John Wick 4 à Oppenheimer ou à Barbie ou à autre chose. En fait, ben si, voilà déjà. Et effectivement, bon, on est à 7ème dimension. Vous connaissez notre amour ici même pour le cinéma de genre, etc. En termes de propale, de cinéma de genre, John Wick 4, ça se pose là, et comme ça casse des bouches, on va dire, directement à l'écran, ça casse aussi des bouches au box-office et à l'extérieur. Donc, il fallait bien un daron comme Chad Stahelski pour venir remettre un peu les pendules à l'heure. Donc, voilà, il était temps de poser cette idée-là. Donc, qu'est-ce que ça raconte John Wick 4 ? Alors, John Wick 4, donc, comme je vous avais expliqué, à la fin du 3e opus, Winston lui tire dessus, il tombe, donc forcément, il va se venger. Et c'est ce qui se passe dès les premières minutes du film. Donc on voit le personnage de John Wick remis sur pied, et la première chose qu'il va faire, et c'est là aussi où on sent toute l'ampleur, Chad Stahelski, il n'y a pas d'arnaque. Les 100 millions de dollars, alors dernièrement, moi je suis allé voir un paquet de films où je me demande où sont passés les 300 patates. Parce que tout ce qui est sorti dernièrement, donc alors bien entendu il y a eu du Covid derrière, donc forcément il y a eu des frais, c'est des tournages qui ont été retardés, mais toutes les prods que j'ai vues sont à 300 patates, hein, je les cite, hein, alors pas Oppenheimer, mais les Indiana Jones, les Missions Impossibles, donc ces choses-là, c'est 300 patates, tu te demandes où elles sont. Voilà. Lui, à 100 millions de dollars, ça en fait plus. Et c'est ça aussi le signe des grands films, des bons artisans, c'est savoir gérer un budget et être malin. Voilà, et on parlera aussi de la technique hein, qui est à l'intérieur de ce 4e opus. Donc, dès les premières minutes, voilà, on avait vu dans le 3e opus que la grande table siégeait au Moyen-Orient, et ben là, dès le départ, c'est poursuite à chevaux, on est chez David Lean en fait, hein. Voilà, directement, c'est le Dr Zhivago, et on cite même Indiana Jones et la dernière croisade, et on a un John Wick en fait à cheval, qui va dessouder l'émissaire de la grande table directement sur place, et il abat en fait le grand maître, voilà, et bien entendu, à l'image par exemple de Hydra dans le MCU, tu coupes une tête, il y en a une autre qui repousse. Voilà. Et c'est ce que lui explique en fait le grand maître à ce moment-là. Il dit mais tu peux me tuer, ça ne changera rien, je serai remplacé.
Mais bon, moi ce que j'aime bien avec John Wick, c'est qu'il entend, mais bon, il le tue quand même. Voilà, genre, ok, mais je vais quand même te buter parce que j'ai pas fait tout ce chemin pour rien en fait. Donc il dessoude le grand maître, forcément. Vu tout ce qu'il a fait depuis les 3 premiers films et ce qu'il vient de faire dès le départ, ça va emmerder un petit peu tout le monde. Et du coup, la grande table décide en fait de mandater celui qu'on va appeler le marquis pour régler le problème. Et non pas le problème de John Wick lui-même, et comme il le dira, mais plutôt de l'idée de John Wick. C'est-à-dire que pour ne pas en faire un martyr, ils vont, le marquis notamment, va éliminer en fait toutes les personnes qui ont un lien qui sont en lien avec John Wick de près ou de loin. Voilà. Donc ça commence déjà d'entrée de jeu par Winston. Alors parce que même si Winston lui a tiré dessus, on apprendra qu'il n'avait pas le choix en fait. Bon. Après ça reste discutable, mais après on est dans l'univers de John Wick, pourquoi pas. Et donc la première chose que va faire le marquis, c'est exploser le Continental. Donc effectivement ça on s'y attend pas, voilà. Et spoiler alerte, exécuter Sharon. Alors j'ai envie de vous dire, en même temps, moi je me suis posé la question, parce que j'ai été vérifié sur le wiki, le personnage de Lance Reddick, l'acteur Lance Reddick n'est pas mort par surprise, il était atteint d'une grave maladie, je pense que ça a dû être négocié pour lui offrir une sortie digne en fait de la saga John Wick. Donc effectivement, c'est un choc, voilà, pour tout le monde, parce que le personnage de Sharon est tué à bout portant par le personnage du marquis. Donc à partir de là, en fait, ce qui est bien aussi avec l'interprétation de Bill Skarsgård, c'est qu'il va amener sophistication, on est dans le monde de John Wick, toujours, mais suffisamment de mesquinerie que t'aies envie que John Wick lui fasse du mal, en fait. Et ça, t'es presque dans un Steven Seagal, en fait. Voilà, t'as envie qu'il souffre un peu plus tard. Donc le marquis élimine à bout portant le personnage de Reddick, voilà, et du coup, Ian McShane, donc l'acteur qui incarne Winston, se retrouve à la rue et va faire alliance en fait avec le roi des ordures, alias du coup Laurence Fishburne, pour essayer de pouvoir renverser le marquis. Voilà. Donc pour pouvoir renverser le marquis, la solution c'est se remettre John Wick, voilà, dans la poche et provoquer le marquis en duel en utilisant les règles ancestrales de la grande table. Donc en fait c'est baiser la grande table par ses propres règles. Encore faut-il arriver à convaincre John Wick, parce que comme je vous l'ai dit, faut pas l'oublier, on lui a mis une balle dans la tête, et c'était son meilleur pote qui lui a tiré dessus. Pendant ce temps-là, on retrouve, dans le premier tiers de ce film, on va rejoindre en fait John Wick, qui lui est hébergé, parce que dans chaque film John Wick, on en apprend un peu plus sur le personnage au travers des endroits où il va, et surtout des amis qu'il a. Donc là, en l'occurrence, le patron du Continental Osaka, Koji, voilà, donc il le cache en secret, bien entendu ça arrive aux oreilles de la grande table, et là on a droit, parce que le film est découpé ainsi, c'est-à-dire que dans chaque localisation, dans chaque voyage, on aura une méga scène d'action de fils de pute, voilà, c'est à peu près ça. Et autant vous le dire que moi je m'étais posé la question, je pensais qu'on était arrivé à, à un indépassable avec le numéro 3, et ben là, j'ai envie de vous dire, avec le numéro 4, on n'était pas prêt. Et même si Netflix a proposé dernièrement Tyler Rake 2, j'ai envie de vous dire que ça reste en dessous. Voilà le tour de force du John Wick 4, et celui ou celle qui se lancerait dans le cinéma d'action derrière John Wick 4 et Tyler Rake 2, eh ben j'ai envie de vous dire bon courage. C'est un petit peu la même chose qui s'était passé à l'époque, quand quelqu'un voulait se lancer dans du cinéma à base de pyrotechnie et d'arts martiaux derrière Blade 2 et Matrix Reloaded. Donc là on est un petit peu dans le même cas de figure. Donc on le retrouve et donc le Continental Osaka, ce qui s'y passe, c'est un petit peu le remake de cette scène d'action qu'on avait dans l'opus 3, où John Wick était protégé par Winston et le Continental New York était désacralisé et investi par les troupes d'élite de la Grande Table. Et ben ça c'est la même chose, mais du coup dans une esthétique typiquement nippone. D'ailleurs, je tiens à saluer, alors même s'il écoutera jamais mon podcast, mais c'est quand même pour appuyer le travail qui est fait. Ça fait du bien aussi. Quand on regarde ce John Wick et le travail de Chad Stahelski, parce que ça a de la gueule. C'est-à-dire que, techniquement,
je parle de la pure mise en scène, parce que là, vous pourriez me dire, ah, mais c'est pas mis en scène. Non, 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 c'est mis en scène, c'est chorégraphié au millimètre, sa caméra est pensée, et pour un ancien cascadeur, réalisateur seconde équipe, j'ai envie de vous dire, il y a certains réalisateurs d'aujourd'hui qui se la pètent auteur, qui devraient se poser le cul dans le canapé et observer comment le mec, il choisit en fait ses objets et comment il fait sa mise en lumière. C'est fastueux, franchement, c'est du haut level. Voilà, c'est du haut level. Il y a un soin qui est apporté, c'est vraiment un soin du détail dans la déco. Donc chaque petit objet dans le choix des lumières, comment c'est éclairé, l'ambiance, même le choix de la musique, là je vais faire une petite parenthèse aussi sur la musique, hein. C'est toujours de très bon goût. Voilà, c'est toujours de très bon goût et toujours actuel. Et si c'est pas actuel, ça va être du coup une reprise réactualisée. Donc il y a énormément de choses à boire et à manger dans ce John Wick 4 au niveau musical, que ça soit de l'électro, donc toujours avec ce DJ électro américain qui est le Castlevania. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur vos shops numériques, quels qu'ils soient. Voilà, ça mérite au moins ça. Pour 5 balles, il a sorti un album sur les 4 titres qu'il a pu produire pour ce John Wick 4. Voilà, moi j'ai fait l'acquisition directe, c'est de la pure bombe. Voilà. Et vous y trouverez notamment le titre qui illustre la baston et la chorégraphie dans la boîte de Scott Adkins à Berlin. Donc voilà, du haut level. Il y a une reprise que vous avez entendue en début de podcast aussi du Painted Black des Rolling Stones, version française, parce que ce que j'aime bien avec Chad Stahelski, c'est-à-dire que, et ça c'est le signe aussi des gens de goût. Voilà, donc Chad, si tu m'écoutes, même si t'as un nom de giga Chad, parce que tu t'appelles Chad, tu as du goût. Voilà, donc le mec, ça se passe à Paris. Tu vas y entendre des reprises du Painted Black version française, voilà. Tu vas y entendre du Justice, donc à chaque fois il y a un morceau qui est lié. Bon, j'y viendrai sur la partie parisienne parce que c'est vraiment le clou du spectacle. Donc restons à Osaka. Cette première méga scène d'action, elle est juste incroyable parce que là, il va convoquer en fait tout le cinéma, enfin comment dire, le Wuxupan, le Shambhala, il convoque tout. Voilà, et notamment au travers des personnages de Kane, voilà, qui fait son entrée en scène à ce niveau-là. Donc lui, il a un parcours parce qu'il y a des vrais storylines, hein, c'est vraiment à la Sergio Leone, hein, c'est vraiment le travail qui est fait derrière, parce que le scénario est mince, mais les personnages sont bien travaillés. Donc Kane, c'est aussi, voilà, ça c'est voilà, le Ronin en fait, hein, le samouraï sans maître. C'est un ex-tueur à gages aveugle, voilà, qui, bon, alors ça n'est pas de spoiler, on le comprend assez rapidement. Donc, qui a sacrifié ses yeux pour obtenir sa liberté et celle de sa fille. Voilà, on le rappelle, voilà, parce que c'était un pote à John Wick, on le rappelle pour s'occuper de John Wick, et il ne peut pas refuser, sinon on va tuer sa fille. Donc, ce qui fait de lui un anti-héros, en fait. Voilà, moi j'aime bien aussi cette frontière, voilà, qui est travaillée. C'est pas juste manichéen, on va dire, le traitement des personnages. Donc, il n'a pas envie de le faire, mais il va le faire quand même. Et on va parler aussi énormément dans ce film du code de valeur. Donc, forcément, ça va avec le film de samouraï. Donc, il fait son entrée en matière dans cette scène-là. Donc, on y voit au départ des affrontements avec une garde rapprochée du marquis, voilà, qui sont tous habillés en costume avec des ranjos, qui au départ vont se faire dessouder par des sumos et par des flèches et par du sabre, pour ensuite introduire John Wick et un nunchaku, un petit hommage à Bruce Lee aussi, voilà, donc aussi gros travail au niveau de Keanu Reeves pour la gestion réaliste, voilà, de l'art du nunchaku, voilà, parce que bon, le nunchaku c'est très peu utilisé, enfin depuis Bruce Lee on le voit plus trop, et on voit vraiment dans cette partie-là un peu ce qu'a essayé de faire Tarantino aussi avec les deux Kill Bill. Voilà. C'est de rendre hommage aussi à tout ce pan-là du cinéma d'action. Et franchement, ça fait plaisir. C'est bien digéré, c'est bien mis en scène. Franchement, c'est cool, ça déboîte. Donc, les scènes... et tout est pensé dans le décor, etc. Le décor sert en fait pour la chorégraphie, mais en même temps, la chorégraphie s'adapte au décor. Putain, c'est loin d'être con dans sa mise en image, et c'est jouissif.
Voilà, c'est jouissif. Et tout ça cumule en fait dans un point d'or vraiment typique du cinéma d'arts martiaux traditionnel, avec un affrontement, voilà, entre Koji et Kane, voilà, et toujours avec cette idée de vengeance, voilà, parce qu'il y en a un qui tue l'autre, vous avez bien compris qui tuera l'autre, et qui laisse sa fille saine et sauve, et qui lui dit en fait, je t'attendrai. Voilà, c'est un petit peu cette forme d'hommage à ce cinéma-là, et un petit clin d'œil aussi à Kill Bill, à ce que ne fera pas d'ailleurs Tarantino, hein, parce qu'il a souvent dit que les enfants des personnages principaux s'affronteraient ou viendraient se venger, et bon, on l'a jamais vu, hein, ce Kill Bill 3 et 4. Donc voilà, on a cette partie-là. Ensuite, le scénario, parce que c'est ça aussi, le veut, c'est-à-dire que pour que le personnage de John Wick puisse affronter le marquis, il faut qu'il regagne du crédit. Il y a des règles, donc il faut qu'il retourne dans sa famille. Alors, on l'avait vu dans le 3e épisode, lui, il est issu de l'Europe de l'Est. Donc voilà, donc il va essayer, en se rendant à Berlin, de regagner les faveurs de sa famille. Mais bon, comme il a foutu le bordel depuis 3 films, certaines têtes ont sauté, et du coup, il va devoir venger les têtes qui ont sauté avant de regagner du crédit. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à affronter le personnage de Scott Adkins, voilà, qui incarne ce mafieux Killa Arcane, qui est tout droit sorti soit de Dick Tracy, d'un mélange entre un des personnages grimés de Dick Tracy et Zangief de Street Fighter. Et c'est très ludique, voilà. Et tout le décor est utilisé, voilà, donc c'est une boîte. Donc lui, il possède cette boîte de nuit, et on va dire que la particularité de cette boîte, c'est que la zone dansante va être séparée par des murs d'eau. Voilà, murs d'eau que, bon, pour ceux et celles qui, on va dire, qui sortent dans la vraie vie, que vous pouvez expérimenter soit au Hellfest, soit dans certaines boîtes aussi berlinoises, ou même en France, il y en a. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un film qui s'ancre dans son époque et qui est contemporain, même s'il y a un côté un petit peu de remettre en place de la sophistication un peu vintage, au niveau des tatouages, des vieux objets, des machines à écrire, tout le décorum derrière le vinyle. On verra aussi qu'il y a la, entre guillemets, la radio de la grande table, voilà, la radio pirate qui permet au travers de titres disséminés comme ça, de playlists audio, de balancer les cotations et de pouvoir donner la localisation des cibles à abattre. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et cette radio DJ, comme il l'appelle, émet à partir de la Tour Eiffel, d'un endroit qui est inaccessible. J'adore ça, c'est une idée géniale. Donc il y a tout ce côté doré, clinquant, vieux téléphone, vinyle, etc., qui va côtoyer un univers contemporain, tant au niveau de la musique que des lieux. Voilà. Donc c'est... Ouais, je disais, c'est ton daron qui fait un film, mais non, c'est pas un film de daron, c'est juste un film de bonhomme qui s'ancre dans une, on va dire, dans un côté tradition, mais à la fois postmoderne, si vous suivez un petit peu l'idée. Voilà. Donc, on va dire que le moment, cette scène, je sais même pas comment on pourrait l'appeler, scène, partie du film berlinoise qui nous offre le deuxième moment de bravoure du film, déjà, c'est un truc tout simple. Ça va être une gestion, et c'est là aussi qu'on voit qu'il monte en gamme notre ami Stahelski. Il avait tenté ces trucs-là, notamment dans les opus 2 et 3, d'aller travailler de la simple mise en scène de dialogue, de personnages, du chant contre chant. Et là, il le travaille autour d'une table de poker, donc ça renvoie à tout, à Casino Royale, à plein de choses en fait. Et on va avoir en fait ce point de réunion, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à la fois narratif et visuel, c'est-à-dire que c'est le point de rencontre aussi des trois perspectives du film, de ces trois personnages, et c'est à partir de là que les cartes vont commencer aussi à se rabattre différemment. Donc les trois se retrouvent autour d'une table devant le personnage en fait de Scott Adkins, et ça donne lieu aussi, et ça fait plaisir, parce que alors c'est vrai que dans les bonus de cette édition Blu-ray, bon, c'est pas des grands bonus, hein, c'est pas mal de petites featurettes, donc bon, tout mis, si on met tout bout à bout, ça fait 1 heure, mais bon, c'est pas ouf. Mais dans une des featurettes, il le dit, Stahelski, que quand il va chercher Scott Adkins, il dit cette phrase-là, alors je sais pas si elle est bien traduite, ou bien sous-titrée dans le making-of, mais il dit que voilà, qu'il est plus ou moins prisonnier des films d'arts martiaux de seconde zone. Et dans sa bouche, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas condescendant, c'est parce que
il se dit que lui, il a le véhicule nécessaire aussi pour lui permettre d'aller ailleurs. Parce que Scott Adkins, il est sorti que très peu de cette zone-là, en fait. Hein. Il a été dans le plus haut du DTV de luxe, hein, c'est-à-dire le dernier Universal Soldier, les Undisputed, et après ces incartades au cinéma, ça va être le Expendables 2 et ce John Wick 4, voilà, mais les trois quarts du temps, il reste prisonnier, et c'est dommage, hein, parce que ce mec-là est méritant, et de le grimer, et de ne pas le mettre en simplement Scott Adkins, et de le grimer, de lui permettre de jouer à comédie, il est génial, voilà, et même son doublage français, il est génial, il y a... Moi, bien aimé ça, donc c'est incroyable, entre les dents en or, le smoking, le mec est super fat, etc. Et ça l'empêche pas, parce que tu sais que c'est Scott Adkins, de faire des coups de pied retournés à John Wick et de lui péter la gueule, quoi. Voilà. Donc, le combat qui a lieu, donc... que ça soit entre les protagonistes, déjà dans cette salle, qui est le bureau, hein, qui est le bureau de Scott Adkins, puis après dans la boîte de nuit, puis après au travers des murs d'eau, c'est génial. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est génial. Chad Stahelski et son chef-op, ils savent utiliser toute la panoplie disponible, voilà, que ça soit le grand angle, que ça soit de la longue focale, le positionnement, les chorégraphies, tout est étudié, c'est jamais redondant, voilà, c'est jamais redondant. Donc après, bien entendu, les plus tatillons pourraient dire oui, mais ce qui se passe dans le film, c'est impossible. Oui, mais on a compris. Mais en tout cas, c'est un film qui est pas frustrant, loin de là. C'est-à-dire que t'en as même plus que ce que t'étais venu chercher, mais tu frôles pas l'indigestion. Voilà, c'est-à-dire que les 2h49, elles sont suffisamment aérées entre les passages mis en scène et ces grosses scènes d'action pour que ça passe bien. Voilà. Je pense qu'il a réussi l'exploit de faire le film de cassage de bouche le plus long et le plus jouissif possible. Est-ce qu'on pourrait pas dire que dans son genre à lui, il est l'équivalent du Brain Dead de Peter Jackson ? Je pense qu'on pourrait le dire. Voilà. En tout cas, auditeurs, auditrices, je vous invite à me trouver un contre-exemple. Voilà. Ou un autre exemple du même acabit, et me citez pas Hard Target de John Woo, enfin Hard Target, à toute épreuve plutôt, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc voilà, sur la même durée, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'était déjà une date à l'époque, mais là, on franchit une étape supplémentaire. Et d'ailleurs, il y a ces hommages-là au cinéma de John Woo. Donc voilà, donc bien entendu, je ne cite pas toutes les chorégraphies, parce que je laisse la surprise aussi à ceux et à celles qui ne l'ont pas vu, parce que voilà, si je vous parle du personnage de Kane, son entrée en scène est juste jouissive aussi dans les cuisines, notamment dans les cuisines du restaurant du Continental Osaka. Voilà. Donc restons à Berlin, donc cassage de bouche en règle, et il y a même un travail sur la diégèse. Voilà, donc l'univers du film et cette musique du Le Castlevania qui est à la fois intra et extra diégétique. Donc, c'est-à-dire que autant on peut comprendre que la chorégraphie où on vise le plan séquence, hein, alors il y a des raccords quand même, hein, souvent des raccords numériques, mais on est loin de Tyler Rake. Là, c'est quand même en place. Voilà, Tyler Rake, c'est full raccord numérique. Donc, il y a une mise en place de la choré en fonction des mouvements de caméra, mais la musique aussi, au niveau du montage et de celle qui est entendue, parce que c'est la même chose en fait, cette montée en pression, et c'est pour ça, moi j'avais déjà noté dans l'épisode 2, notamment dans les arènes, hein, dans cette soirée qu'il y a dans les arènes à Rome, on reproduit le même truc et ça marche super bien, quoi. Et c'est pas de l'autocitation, voilà. Donc il regagne du crédit et il peut du coup déclencher le duel avec le marquis. Donc tout ça nous amène à Paris et sur toute cette partie en fait du film qui a été tournée à Paris, voilà. Alors ce qui est important aussi à noter, c'est que toutes les scènes du marquis ont vraiment lieu, voilà, à quelques décors près, dans des lieux emblématiques parisiens. Donc ça a tourné à Versailles, on a fermé le Louvre pour tourner à Louvre, et il y a beaucoup de choses qui ont été tournées, parce que voilà, si vous avez... Parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on a l'habitude d'aller à Paris, mais on reconnaît les endroits, et tu sens que c'est vraiment tourné sur place, et ça fait plaisir. Il y a que cette scène sur le rond-point de l'Étoile, où, bien entendu... pour des raisons évidentes de sécurité, ça a été reproduit sur un aéroport, voilà, et après repatché, recomposité sur After Effects, puis monté et refourni comme ça, mais effectivement, tout est quasiment tourné à Paris, ça fait du bien.
Voilà, ça fait du bien. Donc ils ont pu bloquer le centre Pompidou, justement pour une scène qui a lieu, notamment dans cet échange pour le duel. C'est tourné au Sacré-Cœur, donc il y a vraiment énormément de choses, et ça fait plaisir. Alors, si vous allez fouiller un peu sur le net, vous pourrez y entendre aussi pas forcément des bonnes choses sur ce tournage parisien. Moi j'avais pu noter des infos, j'étais tombé sur un article, alors je sais plus si c'était sur Slate ou Brut ou je sais plus quel autre média un peu flingué qu'on a aujourd'hui là, qui est un peu cross-platform, 360 à la fois vidéo et écrit, donc où apparemment, parce que Chad Stahelski quand il est venu, il a fait appel à des techniciens français, et du coup on lui a reproché, voilà, les techniciens français ont reproché des horaires à rallonge, de l'animosité avec un réalisateur qui était souvent dans l'improvisation, voilà. Donc voilà, ils lui ont reproché un côté peu professionnel, ils s'attendaient à quelque chose de plus professionnel, de moins véhément, avec le budget alloué. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, alors moi j'ai pas bossé en ciné, hein, j'ai bossé et je bosse aussi en pub et en télé, notamment sur le secteur français. Et ce que je peux lire là, c'est juste voilà, c'est au niveau de l'intermittent. Je suis désolé hein, s'il y a des intermittents et des intermittentes qui m'écoutent, mais prouvez-moi le contraire, c'est de la mauvaise foi. Voilà, c'est de la mauvaise foi. C'est des choses qu'on entend souvent parce que vous les entendrez pas sur des prods franco-françaises, mais quand il y a les Américains qui arrivent, ouais, il y a toujours ce côté jaloux. En même temps, j'ai envie de vous dire, là on a affaire à un cascadeur, parce que ça s'était déjà vu dans les précédents, dans les making-of de ce qu'on savait. Le mec, en fait, il est pas... C'est pas Molière, le gars. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, il n'y a pas réellement de scénar. Il a une ligne directrice, voilà, et en fonction des décors, des lieux, même s'il a fait les repérages, la choré va évoluer, et on laisse place un petit peu à cette forme d'impro, à même le plateau, et je trouve ça bienvenu dans le cinéma d'action. C'est ce qui fait aussi le côté in your face des John Wick, un peu frontal. Et ben ouais, ben qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ben oui, des horaires à rallonge, oui, le gars c'est américain, il a des sous, et il vient à Paris, et ben, comme il a des sous, ben ouais, en même temps c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc déjà soyez contents d'avoir sur votre, on va dire sur votre CV, la ligne John Wick, plutôt que Plus belle la vie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Donc ça, c'est petit tacle aussi, voilà, à ce genre de conneries. Parce que nous on est spécialistes en la matière, voilà. Moi je souligne ce qui est bien en France, notamment, je vous l'ai dit, hein, le travail qui est fait sur les balles perdues, des choses comme ça, voilà, ça c'est bien, voilà. Par contre, voilà, les conneries qu'on peut lire comme ça, bah, ça c'est moins bien. Donc des fois, voilà, c'est aller chercher la merde là où il n'y en a pas. Déjà, soyez contents qu'ils viennent tourner à Paris, que ça soit exploité autrement. C'est quand même fou, d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est quand même fou qu'il faut que ça soit un Américain, voilà, qui viennent pour exploiter des lieux comme ça dans le cinéma d'action. Et j'ai envie de vous dire, et ça je m'adresse aux postulants, on va dire à ceux qui désirent passer à la réal en France, en fait je vous attendais quoi pour écrire des trucs comme ça? Voilà, on les a les lieux en fait, hein. Voilà, donc même limite, j'ai envie de dire, s'il y a des têtes pensantes de Netflix France qui m'écoutent, ben voilà, je sais pas, regardez un peu ce qui se passe, il y a des choses à faire plutôt que Marseille ou Bernard Tapie, je sais pas, je vous glisse à l'oreille, enfin bref, parenthèse refermée. Donc on arrive à, on va dire, ce plat de résistance, le dessert, je sais pas comment on peut l'appeler, mais toute la dernière partie qui se passe à Paris, c'est festival. C'est festival parce que, putain, le mec a des idées de dingue. Il a des idées de dingue. Donc, alors, déjà, d'exploiter ce côté Tour Eiffel, moi, ça m'a plu. Et autre réalisateur américain, donc celui de Tomorrowland, à la poursuite de demain, qui avait exploité aussi ce côté société secrète, etc., et que la Tour Eiffel pouvait se transformer, en fait, en vaisseau pour aller dans une autre dimension. C'est génial. Mais oui, et là, on exploite la Tour Eiffel, notamment une zone inaccessible du public, où on y met, en fait, on va dire, comment on pourrait appeler ça? Ouais, la radio de la grande table, quelque part, voilà, où on a toute une foule de DJ qui vont relayer les infos de manière musicale, une fréquence, en fait,
qui n'est écouté que par les tueurs à gages, notamment de France, d'Europe, mais en tout cas localisé française, donc ça c'est plutôt cool. Et alors du coup, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que en fixant un duel 24 heures plus tard avec le Marquis, voilà, John Wick se retrouve avec 24 heures d'attente avec ce duel, et le Marquis va tout faire en fait pour que le duel n'ait pas lieu en fait. Donc il va utiliser tout ce qu'il a, on va dire, en main, et ce qu'il a en main, c'est de augmenter sa prime de manière anonyme sur lui, et le parcours pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de l'endroit où il est à Paris jusqu'au Sacré-Cœur à telle heure du matin, et ben ça va être à la fois un remake de ce qui avait été fait à la fin de l'opus 2, et notamment au début de l'opus 3, c'est-à-dire des tueurs à gages de partout qui essayent de le zinguer. Donc c'est à la fois un hommage à ça, en même temps que c'est un petit clin d'œil au Guerrier de la Nuit, en fait, de Walter Hill. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Et il exploite les arrondissements parisiens comme jamais personne ne l'avait fait jusqu'à présent. C'est quand même ouf, ça. Voilà. Donc c'est génial, parce que pareil, utilisation de la musique intra-extra-diégétique, les morceaux qui sont balancés, en fait, vont rythmer l'action. Et quelle action, bordel! Ça se passe dans les rues parisiennes. Et tout ça va culminer jusqu'au rond-point de l'Étoile, où on a une méga scène d'action, filmé, comme on pourrait dire, en 360, parce qu'il s'agit d'un rond-point, où le danger vient à la fois des gens qui sont dans les bagnoles, parce que ça peut être des tueurs à gages, comme en fait de la population lambda qui est en train de circuler sur ce rond-point de l'enfer et qui peut te dégommer en passant en bagnole. C'est incroyable. Et pour réaliser cette scène, parce que quand on la regarde, bon, on sent que ça sent un petit peu la tricherie numérique, mais ça passe plutôt bien, c'est que ils ont tourné, en fait, on va dire, tout ce qui va être l'environnement directement à ce rond-point-là, et après ils ont reproduit ce même environnement sur un aéroport en truquant les bagnoles. Donc ils ont créé un système, en fait, qui est une sorte de matelas plié qui vient tamponner, en fait, l'acteur, et on remplace ce matelas motorisé par une vraie bagnole en post-prod, et le tour est joué, et il y a vraiment cette envie d'aller créer quelque chose d'inédit, et tu te demandes, moi quand je l'avais vu au ciné, bon, j'ai regardé, autant il y en a. Les deux premières, je me suis dit, putain, ça sent pas le numérique, les coups de portière et comment c'est projeté. Bon, après, j'avais senti le numérique, et je me suis dit, mais comment ils font pour qu'on sente vraiment l'impact ? Et bien voilà comment ils le font, en fait. Et c'est là aussi où le making-of du Blu-ray, il est assez intéressant, c'est de voir un petit peu ces détails. Et puis ça utilise tout. Quand je dis qu'à 100 millions de dollars, on a droit à tout. Donc on a du stabilisé Ronin, mais on a aussi du stabilisé... j'ai inventé un mot à la con qui n'existe pas, du stabilisé plané. Non, on a surtout du drone, voilà. Donc ce que j'allais dire, c'est qu'on a du plan aérien. Donc il y a vraiment tout le savoir-faire qu'a acquis Chad Stahelski avec son comparse David Leitch sur le MCU, voilà, parce que c'est eux qui étaient réalisateurs seconde équipe, c'est à eux qu'on doit de ces caméras aussi qui sont fabriquées sur les bagnoles avec les cascades et tout ça, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dans le nerf de l'action. Tout ça sert, en fait, cette saga de John Wick, et notamment le numéro 4. Donc là, on a cette cerise sur le gâteau, là, qui est le rond-point de l'Étoile, mais après, ça s'arrête pas là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion, et il va nous ressortir un truc qu'on n'avait pas vu depuis... c'est vrai, le Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, c'est vrai, voilà, mais c'est plutôt un gimmick, alors que là, ça sert vraiment à l'action. On l'avait pas vu utilisé comme ça depuis chez Dario Argento, c'est la Luma, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc entre le rond-point de l'Étoile, voilà, on va se situer géographiquement, et les marches qui mènent au Sacré-Cœur, il va se réfugier dans des baraques, dans un immeuble, et il chope, en fait, un espèce de... je sais même pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de mitraillette lance-grenade, enfin un truc que dès que tu tires, en fait, ça crame le mec à bout portant, et dès qu'il le chope, t'as la caméra, en fait, qui commence à bouger, et à se lever de son axe, et à pivoter, et t'obtiens, en fait, voilà, comme le faisait Dario Argento, mais il mixe cette idée-là en reprenant, en fait, les vues que t'as dans les FPS, en fait. Putain, c'est loin d'être con. Et donc, t'as cette caméra, en fait, motorisée en Luma, qui va bouger au-dessus de l'action, donc tu vas avoir une vue de haut, avec un John Wick qui passe de pièce en pièce et qui crame les gens. C'est juste incroyable. Ben, fallait avoir l'idée. Voilà. Alors, certains pourront dire, oui, c'est fait démo jouable. Mais non, mais c'est ludique. Bon, tu fais pas tout un film comme ça, mais là, je me suis dit, là, je suis surpris. Voilà.
dans un cinéma, voilà, dans une ère cinématographique où plus rien ne me surprend, dans un John Wick où le scénario est épais comme un ticket de métro, je suis surpris. Donc je suis surpris dans la technicité, dans le qualitatif, dans les mouvements de cam. Putain, c'est ouf. Le mec, c'est un cascadeur. Voilà. Donc dis chapeau bas. Le mec, c'est un cascadeur. Il en remontre aux réalisateurs qui se la pètent. Oui, nous, on fait de l'art, on fait de l'autorisant. Allez vous faire foutre. Regardez ce qu'il fait, lui. Voilà, avec la base de John Wick. Donc là, vraiment, on a explosé les compteurs et j'estime qu'on monte en gamme. Donc effectivement, il amène une idée supplémentaire. Voilà, rien qu'avec... voilà. Et on revient sur cette idée de une scène, une idée, une chorégraphie, une action, et l'intrigue, en fait, se développe autour. Donc c'est vraiment pas con. Et ensuite, on va avoir, bien entendu, là, bah, tu t'y attends pas, et j'ai trouvé ça génial, t'as ces marches, voilà, qui font écho. Alors certains pourront dire aux marches qu'on a dans le Kill Bill volume 1, mais le mec, il a vu ces escaliers qui mènent au Sacré-Cœur, il s'est dit, putain, mais c'est interminable, il faut qu'il y ait une scène d'action de là. Et effectivement, ces escaliers-là, voilà, va donner lieu à une scène d'action. Donc c'est-à-dire que le personnage doit avoir une montée progressive, voilà. Donc il va les monter et les redescendre. C'est juste, cette scène est incroyable sur un titre de Justice. Mais voilà, mais quelle idée géniale, voilà. Avec le personnage de Kane qui vient l'aider parce que il essaye de saboter son employeur. Ils vont quand même aller au duel, mais il veut que ça soit un duel à la loyale, en fait, parce que eux respectent les règles, et c'est un petit peu ça, le message de fond de ce John Wick 4, parce qu'en fait, il y a une morale, il y a un message. C'est le respect des valeurs et le respect des règles. Et c'est à la fois un message narratif par rapport à la mythologie mise en place, comme c'est un message au cinéma. Le respect des codes et des règles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont mises en place. On peut s'en amuser, on peut les amener ailleurs, mais on fait du cinéma. On est là pour faire du cinéma. C'est pour ça que John Wick, effectivement, il y a des idées de cinéma à l'intérieur, et que c'est pas un truc de plateforme de VOD flingué. Voilà. Vous voyez la nuance ? Voilà. Donc, tout ça nous amène au point d'orgue en hauteur. Voilà, c'est presque Hitchcockien, en fait, hein, du coup, ce climax final. Et effectivement, on aura un duel au pistolet. Donc, on rappelle le western. Et à l'issue de ce duel-là, tout le monde s'en sort plus ou moins bien, voilà, et on laisse un petit peu à la manière, je pense, oui, j'ai envie de vous dire, un petit peu à la manière de Spielberg avec La Dernière Croisade. Donc là, on tue symboliquement John Wick, mais il pourrait revenir, mais quand même, ça fait office de clôture, et c'est pas plus mal. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est déjà un tour de force que ce film, enfin que cette idée soit arrivée à un 4e film qui dure 2h49. Voilà. C'est déjà un sacré tour de force à ce niveau-là. C'est, alors on va pas dire un chant du cygne, mais je me demandais bien, j'avais peur hein, quand même, hein, avant que le 4e arrive, je me suis dit putain ça va peut-être être l'opus de trop, et non en fait, c'est ça qui est bluffant avec la saga des John Wick, c'est que dès le départ du premier film tu te dis bah et en fait non, et le deuxième bah et non, c'est toujours aussi bien, et ça monte en gamme et c'est surprenant. Donc je dis moi chapeau bas, Chad Stahelski, Keanu Reeves, toute cette équipe-là, d'avoir mené votre barque aussi bien, de nous avoir offert un festin visuel en termes d'action en 2023. Ça fait du bien, bordel, hein, parce que je vous ai dit ça, glisser entre Barbie, les bombes atomiques, les espions, voilà, et les Tulkun, ça fait du bien qu'on puisse se régaler comme ça pendant plus de 3 heures et être rassasié, voilà. Donc c'est un... voilà, moi je vous l'ai dit, hein, pour l'instant c'est mon film préféré de 2023, c'est le haut du panier, j'espère que ce sera pas le film préféré de la décennie, quelque part, mais au final c'est raccord, hein. Moi mon film préféré de 2021 c'était Matrix Resurrection, il y avait déjà Keanu Reeves, donc on y revient, on s'en souvient, voilà, donc alors, du coup c'est quoi la suite ? Quelle est la suite des opérations ? Alors, ce film-là, 100 millions de dollars, eh ben, c'est un succès, parce que déjà, sur son propre terrain, donc c'est-à-dire aux États-Unis, son week-end d'ouverture, c'est 73 millions de dollars. Donc, et puis ça culmine à 426 millions de dollars, toute exploitation confondue, c'est-à-dire toute zone géographique confondue.
Donc, à leur post-Covid, eh ben, c'est quand même un petit miracle. Voilà, qu'un film comme ça ait un budget de 100 millions de dollars et qu'il en rapporte 426. Effectivement, c'est une honte, ouais, je le dis que c'est une honte qu'un film comme Barbie soit au milliard dépassé de dollars et que ce film-là, où il y a du vrai cinéma à l'intérieur, n'ait que 426 millions de dollars. Mais j'ai envie de vous dire, nul n'est prophète en son pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si les gens ont de la merde dans les yeux, c'est pas de leur faute. Et n'oubliez pas qu'ici, à 7ème dimension, on garde l'œil ouvert et le bon. Voilà, donc ça pourrait être la nouvelle tagline de sortie. Donc c'est une bonne affaire qui va se poursuivre dès le 22 septembre sur Prime Video, avec première déclinaison de cet univers désormais incontournable étendu. Maintenant, dès qu'on fait un truc, il faut qu'il y ait un univers étendu, hein. Donc même un truc aussi foireux que le Army of the Dead de Zack Snyder a un univers étendu. Voilà, donc oui, vous l'entendez bien, il y a un univers étendu. Donc là, à voir ce que ça peut donner. Donc première déclinaison, c'est une série qui s'appelle Le Continental, voilà, ou The Continental en version originale, la baguette, la tour Eiffel, you know. Donc effectivement, ça débarque le 22 septembre, c'est une mini-série. Donc de ce que j'ai pu glaner, on ne sait pas s'il y a 3 ou 6 épisodes, on ne sait pas si ça dure 30 minutes ou 1 heure, on verra bien, mais de ce que j'ai pu en voir dans la bande-annonce, je vais regarder ça, je vais checker ça, parce qu'il y a un Mel Gibson tout de barbe grise vêtue et de regard carnassier, ça a l'air de taper. Donc bon, alors quand je dis taper, ça a l'air de casser des bouches. J'espère que ça les cassera bien et que ça les cassera pas en mode petit bras. J'aimerais bien que ça les casse bien façon Gangs of London. Voilà, donc j'espère que vous avez vu cette série d'ailleurs, qui est vachement bien. Donc j'espère que ça cassera des bouches, et c'est censé nous raconter en fait comment le personnage de Winston arrive à la tête du Continental, parce que là dans cette série là, celui qui tient le Continental c'est le personnage de Mel Gibson et ce n'est pas Winston. Voilà, si vous suivez toujours, vous voyez que j'ai peu d'informations sur cette série. Et à côté de ça, parce qu'il y a une scène post-générique hein, dans le John Wick 4, je n'en avais point parlé, on y voit le personnage de la concierge, la fille de Koji, donc Akira, retourner à Paris et armé d'une petite lame essayer de dézinguer le personnage de Kane, voilà, qui est venu voir sa fille jouer du violon. Donc ça coupe net avant qu'elle puisse le planter, et on est censé voir la suite de ce truc là dans Ballerina. Donc Ballerina, c'est le spin-off féminin de John Wick, et moi je crois que je vais beaucoup aimer ce spin-off parce que le personnage principal c'est Ana de Armas. Et j'aime bien Ana de Armas. Voilà. Donc dernièrement, on avait pu le voir dans l'adaptation de la vie de Marilyn Monroe, et c'était plutôt pas mal. Moi j'avais adoré ce film-là sur Netflix. Il y a très peu de films que j'aime sur la plateforme de VOD, et celui-là, il était plutôt cool. Donc j'aime bien Ana de Armas, même qu'elle avait fait un thriller érotique, un film noir thriller érotique postmoderne un peu flingué avec Ben Affleck, et ben je l'aime quand même un peu. Donc elle va y incarner une de ces fameuses ballerines qu'on voit en arrière-plan quand on va dans la famille de John Wick. Donc voilà, donc Ballerina réalisée par Len Wiseman, et Len Wiseman il sait plutôt il sait plutôt bien mettre en valeur les jolies actrices, notamment Kate Beckinsale dans Underworld, voilà, et qui deviendra aussi sa femme par la suite. Voilà, je vous fais un petit peu de gossip à ce niveau-là. Donc dans ce Ballerina qui débarque en 2024, c'est-à-dire l'an prochain, ils viendront également cachetonner notre Baba Yaga préféré Keanu Reeves, et aussi toute la troupe des Winston et du roi des ordures, le King Bowery. Et ben voilà, j'ai clôturé cette saga John Wick. Voilà, si vous m'écoutez à ce moment-là, c'est que vous l'avez suivi dans cette fabuleuse playlist que j'ai créée. C'était pour moi, et ça restera jusqu'à preuve du contraire, le meilleur film de cette année 2023. Ça faisait du bien de parler de cassage de bouche, et je peux vous l'annoncer dès à présent, parce que je sais déjà quel sera l'épisode spécial à venir dans la version longue du podcast, hein, toujours cette version longue qui est censée être plus longue que les versions courtes, hein, si vous suivez toujours. Et si je vous dis on est trop vieux pour ces conneries, voilà, si je vous dis Martin Riggs, et oui,
je vais m'attaquer, parce qu'il était temps, en même temps j'ai dit du mal, je vais m'attaquer à la saga L'Arme Fatale, et ça sera pour dans une petite quinzaine, 3 semaines à peu près, allez, quinzaine, dans 15 jours, voilà le prochain épisode, saga L'Arme Fatale. On a fini le cassage de bouche, on va passer sur autre chose, et je conclus comme à mon habitude ce fabuleux podcast. C'était la 30e vérif signée 7ème dimension, et à 7ème dimension, on en a l'habitude, on aime le cassage de bouche, et notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.